Le mirage de la prédiction ou l'art de naviguer dans l'incertitude des marchés financiers. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Dans le monde tumultueux de l'investissement où les informations, les opinions et les conseils fusent de toutes parts, il est facile de se laisser emporter par l'illusion de la prédiction. Nous sommes constamment bombardés de prévisions, d'analyses techniques et de tuyaux d'experts qui prétendent détenir la clé de l'avenir des marchés. Mais la réalité est implacable. Personne, absolument personne ne peut prédire avec certitude ce que nous réserve le futur financier. Donc, notre cerveau est programmé pour chercher des modèles, des explications et des certitudes. Nous aimons croire que nous pouvons maîtriser notre destin, anticiper les événements et prendre les bonnes décisions au bon moment. Cette illusion de contrôle est particulièrement forte en matière d'investissement où l'enjeu est de taille. Notre sécurité financière, nos rêves, notre avenir. Nous nous accrochons aux tendances passées, aux graphiques boursiers, aux analyses macroéconomiques, espérant y déceler des signes annonciateurs, des clés pour déverrouiller le coffre-fort du marché. Mais cette quête de certitude est vaine. J'ai bien dit quête de certitude. D'accord ? C'est important. Cette quête-là est vaine. Le marché est un système complexe, influencé par une multitude de facteurs dont certains sont totalement imprévisibles. Les crises financières, les guerres, les pandémies, les changements politiques, les innovations technologiques, autant d'événements qui peuvent bouleverser les marchés du jour au lendemain, rendant caduque toute prédiction, même les plus savantes. Et je reviens toujours ici avec l'exemple de Nvidia. Je pense qu'on avait étudié quantitativement Nvidia en octobre 2022, donc avant même l'annonce avec ChatGPT. La conclusion était simple. Le prix commence à devenir intéressant, mais on aimerait avoir un prix bien plus bas que ça. D'accord ? Et donc, si on avait fait la même analyse, disons, quelques semaines après qu'on ait annoncé ChatGPT avec l'engouement derrière et le fait que les entités comme Microsoft, Apple, Google aient commencé à dépenser énormément d'argent ici dans les data centers ou bien dans l'infrastructure cloud ici, afin de pouvoir ici établir une infrastructure ici capable de supporter tout type de modèle d'intelligence artificielle générative, donc pour pouvoir aider les compagnies qui vont avoir tendance ici à développer des logiciels ou bien des produits complémentaires dessus. Donc, on aurait pu se dire à peu près à cette période-là que peut-être Nvidia Nvidia est extrêmement sous-évalué par rapport à ces éléments-là. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, hein. Je vous donne juste un exemple ici par rapport à le moment où on fait la vidéo quantitative et le moment où les choses changent. Il y a quoi ? Quelques semaines, c'est tout. OK ? Et donc, quelques semaines plus tard, les certitudes, les attentes que nous avions précédemment sur cette action-là, par rapport à ce on aurait été prêt à payer à ce moment-là, auraient changé littéralement. On se serait peut-être rendu compte, je dis bien peut-être, qu'on a peut-être l'opportunité du siècle ou des choses comme ça. OK ? Donc, les choses changent. C'est la raison pour laquelle vous devez également suivre vos investissements comme du lait sur le feu. Je ne parle pas ici d'ETF. Comme vous savez, sur cette chaîne, on ne convainc personne ici pour faire du stock picking. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez le stock picking et ça vous intéresse de le faire de manière intelligente. OK ? De manière plus, je dirais pas, plus discipliné, d'accord? On va le dire comme ça. Donc, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut revenir à chaque trimestre, chaque publication de résultats sur les différentes hypothèses d'investissement de départ. OK? Lire également sur les concurrents, c'est important. Et vous allez vous rendre compte que la partie la moins importante, c'est l'évaluation. C'est la partie la plus facile. Le plus difficile maintenant, c'est de comprendre ce que font les entités, quel type de questions on devrait poser. Parce qu'en période de turbulence, et croyez-moi, il y en aura, OK, c'est la connaissance de vos business ici qui vous permettront de tenir. OK? Donc, la connaissance qui vous permettra de tenir, excusez-moi. Donc, le piège de l'extrapolation, quand le passé n'est pas garant de l'avenir. Notre esprit a une fâcheuse tendance à extrapoler le passé dans le futur. Croissance de 20% les 10 dernières années, il y a de grandes chances qu'on ait 20% également dans le futur. OK? Mais qui ne vous dit pas que le marché est saturé présentement?
et que la croissance en question va avoir tendance à ralentir année après année. Et donc, si j'inclus ici un élément de une hypothèse de croissance, je suis en train complètement d'aller en boost, tout simplement parce que je ne connais même pas la taille du marché. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention avec les attentes, les croissances, etc. Okay? Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est optimiste, point barre. Ou bien on est pessimiste. Maintenant, à nous de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont optimistes, pourquoi est-ce qu'ils sont pessimistes. C'est tout. Comme vous pouvez souvent le voir, quand j'utilise ici Fastgraph, les attentes des analystes changent. Si je prends du Apple, les attentes ici par rapport à Apple ont changé depuis à peu près les 6 derniers mois. Et ils vont continuer à changer jusqu'à la fin de l'année. Okay? Mais ça reste un business assez prévisible. Okay? Donc, quand on regarde ici l'analyse scorecard, on se rend compte que c'est des prévisions sur une période de 2 ans, donc en N+2, c'est-à-dire que si je suis en 2024, des prévisions jusqu'en 2026, on a tendance ici à ne pas trop se tromper. Okay? Et donc, quand on regarde ces attentes-là par rapport au dernier mois, on se rend compte que les attentes de 2026, au début de l'année, il y a 6 mois, nous étions à $7,82. Là, c'est $8,32. Il y a 6 mois, on était à $7,20. Là, on a $7,50. Ici, il y a 6 mois, $6,57. Là, c'est $6,70. Donc, c'est de plus en plus optimiste. Mais attention, on parle ici de bénéfice net de bénéfice par action qui peut être influencé par la diminution ici du nombre d'actions. Et donc, il faudrait également regarder ce chiffre-là du point de vue bénéfice en termes de volume. Et quand je parle de bénéfice, je parle de free cash flow. Okay? Donc, ces attentes-là changent. Ils augmentent, ils diminuent également. C'est la même chose avec du PayPal ou bien vous allez voir du téléperformance. Ces attentes-là restent, ça fait à peu près 6 mois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur ces attentes? On avait $15,97 pour 2024. Là, on s'attend plutôt à 15,30 €. Okay? Pour 2026, on avait $19,32. Là, on s'attend à $18,22. Donc, on reste toujours sur un certain optimisme. Ça change, certes, mais ça demeure globalement intéressant en moyenne. Ici, on s'attend à du 115 € en moyenne. Et par rapport au prix qui est fixé en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant. Mais ça veut tout simplement dire que nous, en tant qu'analystes, nous restons optimistes. Maintenant, c'est à vous de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là restent optimistes quand tout le monde vous dit autour que l'intelligence artificielle va buter ces entreprises-là, etc. Ça ne sert à rien de regarder là-bas, on n'achète pas un couteau qui tombe, etc. etc. D'accord? Donc, vous comprenez que ça va un peu plus loin que ce narratif-là. OK? Donc, il faut faire attention, il faut aller un peu plus loin que ça. Et quand on extrapole un tout petit peu, il faut toujours prendre en connaissance ici la taille du marché ainsi que les différents compétiteurs. OK? Donc, est-ce qu'on va croire que plus vite que le marché global, ou bien à un niveau équivalent au marché global, ou à un niveau inférieur au marché global? Quand je parle du marché global ici, par rapport au marché spécifique de la compagnie. OK? Donc, on continue. Notre esprit a une fâcheuse tendance à extrapoler le passé dans le futur. Nous supposons que ce qui s'est produit hier se reproduira demain, que les tendances actuelles se poursuivront indéfiniment. Il faut faire attention à cette certitude-là. Il n'y a rien de plus faux que ça. C'est pour ça qu'il faut toujours rester prudent. D'accord? Toujours. Il faut toujours essayer de déconstruire votre meilleure idée d'investissement. C'est important. Jouez vous-même parfois l'avocat du diable ou bien si vous avez quelqu'un avec qui vous avez tendance ici à discuter d'investissement, qu'il vous challenge un tout petit peu sur le business, qu'il regarde les points négatifs afin de vous challenger vous. Ça vous permettra peut-être ici de pouvoir déceler une erreur que vous n'avez peut-être pas identifiée dès le départ. OK? Donc, cette approche peut fonctionner dans certains domaines, mais elle est dangereuse en investissement. D'accord? Le fait de supposer que ce qui s'est produit hier pourrait se produire demain, il faut faire attention. Ça monte, ça va continuer à monter. Air Liquide, ça monte depuis 400 ans, ça va continuer à monter. Ah, en plus, tu n'as pas vu, il y a les actions gratuites. Il n'y a rien de plus, je dirais pas, voilà, excusez-moi, mais ce n'est pas une analyse. D'accord? Ça ne vous permet pas de déterminer, ça ne vous permet pas d'appuyer sur le bouton investir. OK? Il faut faire attention. Ça reste une belle entreprise. Je ne suis pas en train de critiquer LVMH ou quoi que ce soit. OK? Mais il faut souvent faire attention à ne pas prendre des raccourcis. D'accord? Donc, prenons l'exemple de la bulle Internet des années 2000. Je sais que parmi vous, personne n'était sur les marchés. Il n'y avait pas énormément de personnes sur les marchés. Et même moi, je n'étais pas là. D'accord? Donc, pendant la bulle Internet des années 2000, de nombreux investisseurs, grisés par la hausse vertigineuse des valeurs technologiques, ont cru que cette croissance exponentielle durerait éternellement. On peut également faire le parallèle avec tout ce qui concerne
les dépenses liées à l'intelligence artificielle ou bien tout ce qui concerne ici le GLP-1 avec le Wegovy, les trucs les médicaments pour les personnes ici en surpoids. On va se dire une chose, déjà de ce côté-là, est-ce que personne ne pose souvent la question de savoir qui paye? Est-ce que le prix de ces médicaments-là augmente? Est-ce que les compagnies d'assurance ne vont pas freiner ici les quatre fers pour éviter de rembourser ce type de médicaments-là? Ça commence déjà. Mais est-ce que vous vous posez ce type de questions quand vous détenez ce type d'entreprise en portefeuille? Non, parce que tout semble rose. Présentement, la demande est plus élevée que l'offre présentement. OK? Mais attention, en cas de normalisation, ça pourrait faire mal. OK? Donc, il faut rester prudent. C'est la même chose avec tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ah oui, il faut que j'investisse sur Nvidia. Tu vois, ça monte. C'est bien, mais Nvidia, c'est une dépense ponctuelle. C'est une dépense ponctuelle. Donc, ça veut dire qu'on va énormément dépenser aujourd'hui, mais on ne va pas dépenser la même chose chaque année, au minimum. OK? Présentement, il y a une dépense en capital de croissance pour la plupart de ces entités-là. Les personnes les donneurs d'ordre ici pour les produits vendus par Nvidia. Donc, il faut également faire attention. OK? De toute façon, dans ce business-là, il faut vraiment surveiller la personne qui fabrique ici, notamment TSMC. Ils peuvent donner des signes, des informations ici en primeur par rapport à l'état du marché. D'accord? Si elle ralentit sa production ici, ça va peut-être dire qu'il y a des problèmes au niveau ici de l'inventaire. OK? Donc, des stocks. Donc, on aura peut-être un déstockage. Ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps. Donc, il pourrait y avoir un certain ralentissement. Donc, si on revient sur notre exemple des années 2000, d'accord, par rapport aux personnes qui étaient grisées par la hausse vertigineuse ici des valeurs technologiques, qui ont cru que cette croissance exponentielle durerait éternellement, ils ont investi massivement dans des entreprises sans modèle économique viable. On peut reparler ici des SPAC, OK, convaincus que la nouvelle économie avait aboli les règles traditionnelles de la finance. Et quand je parle de SPAC, je parle par rapport à ce que nous, on a vécu il n'y a pas très longtemps. Okay? Et aujourd'hui, les différents sponsors de ces SPAC-là se sont remplis les poches et ils vous donnent des conseils de vie maintenant sur Internet, etc. Et ça semble normal. Pourtant, pour moi, c'était un des plus gros braquages au monde. Et c'était légal, littéralement. Pourquoi? Parce que la plupart, le public était avide, c'est tout. Donc, qui a tort? Qui a raison? Je n'en sais rien. Il faut juste rester prudent sur les marchés financiers. D'accord? Il faut toujours rester sous vos gardes. Personne ne vous veut du bien. Mettez-le en tête littéralement. Personne ne vous veut du bien. Donc, vous êtes les premières personnes ici à pouvoir agir en tant que garant de votre avenir financier. OK? Donc, le krach qui a suivi, et on parle toujours ici de notre exemple, le krach qui a suivi a été brutal, rappelant douloureusement que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. De même, après la crise financière de 2008, certains ont prédit la fin du capitalisme et un effondrement durable des marchés. Vous vous rappelez, il y a des gens encore qui parlent aujourd'hui, ça fait depuis 2008, ils annoncent la fin du monde. Littéralement, oh, macroéconomiquement, ça ne va pas bien, nanani, nanana. Depuis, ça fait quoi? On a comme 16 ans aujourd'hui. Vous imaginez 16 ans attendre le prochain krach? 16 ans. C'est long, hein? N'est-ce pas? Un conseil, c'est bien d'être pessimiste sur les marchés, mais pas trop. Moi, globalement, je suis optimiste à long terme. Ça, c'est sûr. OK? Je suis optimiste à long terme. Je sais qu'à court terme, à moyen terme, on pourra avoir des récessions. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je suis aussi certain que ça va me trouver 100% investi. Maintenant, est-ce que je serai capable de rajouter à mes positions actuelles ou bien je vais paniquer? Donc, ça revient ici à la question d'origine. Est-ce que je comprends les business dans lesquels je suis investi en date d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de continuer à y investir? Et je sais également que ces business-là peuvent changer. Le business model peut changer du jour au lendemain si l'entreprise prend les mauvaises décisions. Donc, je dois comprendre ce que l'entreprise fait afin d'avoir également un avis critique sur les positions qu'elle prend, même si je ne suis pas PDG de Google. C'est mon argent, c'est ma retraite. OK? Et donc, j'ai le droit, d'accord, de critiquer un potentiel investissement ou bien un investissement que je détiens présentement. Je vais dire, oh non, le PDG, qu'est-ce qu'il fait présentement? Pourquoi est-ce qu'il rachète des actions?
On aurait dû garder ce cash-là pour rembourser la dette. Ça, ce n'est pas un point qui m'intéresse. Il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, je pense que si on continue dans ce sens-là, je vais peut-être bazarder mes actions parce que je ne suis pas d'accord avec cette stratégie-là. J'ai le droit. J'ai le droit. Parce que vous pensez qu'ils prennent toujours les meilleures décisions pour vous? Mais non. Ils prennent avant tout les meilleures décisions pour eux-mêmes, pour grossir leur salaire. D'accord? Donc, il faut toujours aller regarder sur quoi on adosse le salaire en question. Quels sont les drivers derrière? Si vous savez qu'est-ce qui motive quelqu'un ici à pouvoir prendre des décisions, généralement, ici, vous saurez à peu près où est-ce qu'il s'en va. OK? Donc, de même après la crise de 2008 ici, certains ont prédit la fin du capitalisme et un effondrement durable des marchés. Pourtant, après une période de récession, les marchés ont repris leur ascension, déjouant les pronostics les plus pessimistes. On l'a encore vu dernièrement. Crac au Japon, machin truc. Après, on n'en parle plus. OK? Donc, je ne dis pas que ça ne va pas revenir, hein, parce que ce risque-là, il est là. Il est encore présent aujourd'hui. Mais constatez que le narratif peut changer du jour au lendemain. Et les mauvaises nouvelles fonctionnent toujours. Allez vous-même vérifier, les gens qui annoncent les mauvaises nouvelles à chaque fois vont avoir tendance à avoir plus d'audience. Après, plus d'audience, ce n'est pas synonyme ici de plus de compétences, même si ça peut avoir une certaine relation, mais il faut souvent faire attention. Donc, évitez les chaînes qui sont extrêmement pessimistes, qui vous vendent la fin du monde tous les jours. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. C'est une perte de temps. D'accord? Donc, le marché est cyclique, mais il n'est pas linéaire. Les périodes de croissance peuvent être suivies de récession, les bulles peuvent éclater, les tendances peuvent s'inverser. Se baser uniquement sur le passé pour prédire l'avenir, c'est ignorer la complexité et l'imprévisibilité des marchés. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin. Oui, le passé, c'est important. Ça montre qu'une entreprise a eu tendance ici à générer de bons chiffres et qu'elle pourrait, notamment parce que c'est dans son ADN, elle pourrait avoir tendance à refaire la même chose. Mais maintenant, est-ce que les éléments qu'on avait précédemment, qui ont permis d'avoir de bons résultats, est-ce qu'ils sont encore présents? Est-ce que ces éléments-là s'améliorent? Ou bien il y a des éléments qui peuvent nous amener à se poser ici énormément de questions. OK? Donc, c'est comme avec le GLP-1. Par rapport à tout ce qui concerne l'obésité, etc., tous les vendeurs ici de dispositifs pour surveiller le glucose dans le sang ont eu tendance à souffrir, même si Dextrom était un tout petit peu surévalué. Globalement, le marché est en croissance et c'est un marché qui pourrait être très complémentaire du marché ici du GLP-1 parce que les médecins pourraient également prescrire ce type de dispositif-là pour les patients. Donc, la croissance pourrait être complémentaire. La croissance ici en matière ici de médicaments pour l'obésité, on va l'appeler comme ça, on va appeler ça comme ça, pourrait ici booster également les ventes de tout ce qui concerne ici les dispositifs médicaux pour surveiller également ici le glucose. Et donc, ça pourrait être une bonne chose à aller regarder si j'ai raté le train ici de Novo Nordisk ou bien de Eli Lilly. Sans oublier que la croissance également est là. La concurrence également ne dort pas parce que c'est une thématique qui rapporte beaucoup d'argent. Qui ne voudrait pas s'y engouffrer? OK? Donc, se baser uniquement sur le passé pour prédire l'avenir, c'est ignorer la complexité et l'imprévisibilité des marchés. C'est comme naviguer à vue dans un épais brouillard sans carte ni boussole. Donc, la sagesse de l'humilité, accepter l'incertitude. Reconnaître que nous ne pouvons pas prédire l'avenir est une étape essentielle pour devenir un investisseur avisé. D'accord? C'est essentiel. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à toute analyse ou à toute stratégie, mais plutôt adopter une approche humble et prudente. Accepter l'incertitude, c'est aussi se méfier des gourous qui prétendent détenir la vérité sur les marchés. Méfiez-vous des prédictions péremptoires, des conseils trop beaux pour être vrais, des promesses de gains rapides et sans risque. Ça n'existe pas du tout. L'investissement demande du travail, de la discipline et une bonne dose de réalisme. Et je parle d'investissement de manière générale. Vous pourrez parler également ici, je pourrais mettre l'investissement en bourse. Okay? Mais de manière générale, même si vous décidez d'investir
Dans, c'est pas moi, dans l'immobilier, ça va demander du travail, de la discipline, une bonne dose de réalisme. C'est pour ça que revenu passif, ça n'existe pas. Sauf si vous avez peut-être un trust familial ici et que vous recevez juste des dividendes chaque année. Vous recevez ici une somme particulière chaque année par rapport à ce trust-là, sans toutefois faire un effort particulier. Or, si vous avez de l'immobilier, excusez-moi, mais ceux qui en ont déjà eu savent que ce n'est pas passif. OK? Même ceux qui investissent en bourse pour verser des dividendes. C'est pour ça que ce terme-là, je l'évite littéralement. Et quand je vois quelqu'un l'utiliser, ça me fait mal. Je trouve ça malhonnête. Il n'y a pas de revenu passif. Ce n'est pas passif du tout. OK? Vous devez lire les rapports financiers chaque trimestre. D'accord? Revoir votre thèse d'investissement chaque trimestre. OK? Histoire de voir si on reste si l'entreprise... si l'hypothèse que vous aviez dès le départ est en train de s'améliorer ou bien il y a des zones d'ombre à l'horizon. C'est important. Et encore une fois, on revient à la base, la connaissance profonde, approfondie de vos business. Moi, je sais une chose, c'est que plus vous comprenez les entreprises dans lesquelles vous êtes investi, moins vous paniquez. Je dis bien moins vous paniquez en période difficile. Donc, l'importance de la préparation, construire un portefeuille résilient. Si nous ne pouvons pas prédire l'avenir, nous pouvons nous y préparer néanmoins. C'est là que réside la véritable clé du succès en investissement. Construisez un portefeuille solide, diversifié et capable de résister aux chocs et aux imprévus. Bon, on s'entend que, dépendamment de tous les paramètres qu'on vient d'énumérer ici, solide, diversifié, capable de résister aux chocs et aux imprévus, la conclusion pourrait être simple, acheter la qualité à bon prix. Et la qualité ici, c'est en synonyme ici, une entreprise qui a un pricing power, qui lui permet au moins de maintenir ses marges, avec un produit ici, avec un produit demandé, enfin on va le dire ici, avec je dirais pas une forte demande, mais un produit attractif, une demande récurrente pour ce type de produit-là. OK? C'est important. La solidité, voilà, au niveau du bilan, c'est important également ici. Donc, remarquez qu'on revient toujours sur des paramètres ici de qualité. D'accord? Le portefeuille solide en lui-même, vous allez dire, mais c'est quoi un portefeuille solide? C'est quoi un portefeuille diversifié? Un portefeuille peut être diversifié géographiquement, il peut également être diversifié de manière sectorielle. OK? Donc, capable de résister aux chocs et aux imprévus. Quand on dit capable de résister, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre d'argent. Non, oubliez ça. Vous allez peut-être perdre d'argent ici de manière ponctuelle, dans une période bien déterminée, parce que voilà, peut-être l'environnement global, l'environnement global ici le permet. OK? L'impose, on va le dire comme ça. Et donc, sur les mois à venir, les 2, 3, 4 années, ça va s'améliorer. D'accord? Donc, une entreprise capable de résister au choc, c'est une entreprise qui se relève ici de toute période de récession. OK? Dans une période de récession, elle va certes ralentir parce que tout le monde ralentit. D'accord? L'économie, c'est une chaîne. Et donc, on va s'entendre ici que si elle a la capacité de souffrir, à savoir, même en période difficile, générer des free cash flow, ne pas avoir un gros endettement et savoir gérer ses coûts, c'est tout bénef. OK? Donc, investissez dans la qualité et recherchez la qualité à bon prix. C'est tout. Donc, privilégiez les entreprises de qualité avec des fondamentaux solides et une capacité à générer des profits sur le long terme. Sur le long terme, pas dans 2 jours uniquement ou sur 3 jours. D'accord? Donc, il faut toujours savoir qu'est-ce qui drive la croissance d'une entreprise en termes de revenus, en termes de bénéfices. Est-ce que ça va continuer? Que disent les concurrents? Qu'est-ce que l'entreprise également raconte par rapport à cette situation-là? OK? N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. La patience, la discipline et la persévérance sont vos meilleurs alliés. Ne cherchez pas à faire fortune rapidement, mais construisez votre patrimoine progressivement en faisant preuve de discernement et en acceptant l'incertitude inhérente au marché financier. Il faut l'accepter. Oh, j'ai acheté l'entreprise à 100 $, et maintenant elle s'est négociée à 50 $. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois racheter plus? Est-ce que je dois vendre parce que je suis en train de perdre de l'argent présentement? Si tu poses ce genre de questions, mais pose. Forme-toi rapidement. Et quand je dis forme-toi, ça peut être par des livres, ça peut être par des vidéos YouTube, ça peut être en prenant une formation. C'est important.
Parce que ça veut dire que mentalement, il y a beaucoup de travail à faire. Tu as besoin de monter en confiance. Parce que tu peux avoir pris une bonne décision d'achat. Allez dire ça à quelqu'un qui avait acheté du Facebook ici pendant toute la période baissière. La plupart des gens ici allaient le prendre pour un fou. Et puis d'ailleurs, je rappelle toujours cette vidéo qu'on a fait à cette période par rapport à la personne qui avait pris du méta et qui était paniquée, littéralement. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Ok, parce que je pense que par rapport à son prix d'acquisition, cette personne doit extrêmement bien dormir présentement en regardant ses plus-values si elle a gardé sa position. Et mon avis était simple. Le business en lui-même, vous ne vous rendez pas compte de la puissance de cette entreprise-là. C'était la même chose avec Netflix. Parce que ce sont des entreprises que j'ai la prétention de comprendre ce qu'elles font. C'est pour ça qu'en période difficile, je ne panique pas parce que je sais qu'on peut s'ajuster en conséquence. OK? Zuckerberg était devenu le pire PDG du monde. Quelqu'un qui a refusé de vendre son entreprise à je pense, je ne sais pas, plusieurs milliards, qui a migré de l'ordinateur portable vers le PC, vers le mobile, ça a créé des bisbilles. Avec la mise à jour ici de la confidentialité par rapport au partage des données ici sur iOS, l'entreprise a su se relever. Sans compter la percée ici vers le métavers, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et il continue à travailler dessus. Et quand on a parlé d'intelligence artificielle, vous avez remarqué que Meta était déjà prêt. Et son intelligence artificielle est gratos. Vous l'avez sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook. Oh non, TikTok arrive. Les réels aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils rapportent autant d'argent aujourd'hui par rapport à TikTok. C'est vérifiable. OK? Oh, personne n'utilise Facebook. Vous n'utilisez pas Facebook. Mais de là où je viens, les gens utilisent Facebook. Et énormément. Les gens font du business sur Facebook, sur WhatsApp. Et quand il y a eu une panne de Facebook dernièrement, peut-être que vous en êtes pas rendu compte, il y a beaucoup de business qui ont paniqué. Beaucoup de personnes ont paniqué. Et donc Facebook reste indispensable dans certains pays dans ce monde. Vous avez Instagram, c'est bien, mais c'est toujours dans l'écosystème Meta. Et Meta a copié Snapchat, ça a fonctionné. Copier TikTok, ça a fonctionné. Même pas que ça fonctionne, ça fonctionne. Elle est en train de copier Twitter. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais elle a la capacité de souffrir. OK? C'est un complément ici à Instagram. D'accord? On verra bien à quoi ça va ressembler dans 3, 4, 5 ans. Pourtant, Google a essayé de concurrencer Meta. Ça n'a pas fonctionné. Je dis bien Google. Vous vous souvenez peut-être pas de Google+. Donc, il faut faire attention à les certitudes, les raccourcis. Ça peut souvent vous jouer des tours. OK? Donc, en conclusion, parce que j'ai trop bavardé, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, les amis. Personne ne peut prédire l'avenir des marchés avec certitude. Je rappelle toujours. Accepter cette réalité, c'est se donner les moyens de prendre des décisions d'investissement éclairées et de construire un avenir financier solide, quelles que soient les surprises que nous réserve le futur. En cultivant l'humilité, la prudence et la discipline, vous pourrez naviguer avec sérénité dans les eaux parfois tumultueuses des marchés financiers et atteindre vos objectifs à long terme. C'est un peu comme, je prends toujours l'exemple de LVMH. Quand les gens étaient capables, les opérateurs de marché étaient capables d'acheter du LVMH à 850 $. Oh, c'est du Louis Vuitton. Oh, ils augmentent les prix. Oh, ils ont un pricing power. Aujourd'hui, à 640, ça panique. Oh non, la Chine ralentit, ça va aller mal. Mais vous pensez que le monde s'arrête dans 2 ans ou dans 3 ans? La classe moyenne en Chine augmente. Allez-y, regardez. Qui consomme ce type de produit-là? Et donc aujourd'hui, s'ils sont 1 million et que dans 10 ans, ils sont, disons, 3 ou 4 millions, ça veut dire qu'on a un marché potentiel encore pour des entités comme LVMH. Mais LVMH, à la base, était absolument... C'est de la consommation discrétionnaire. Donc on peut avoir tendance à avoir des ralentissements ici, de manière ponctuelle. Et c'est une entreprise à 20, 25 fois les bénéfices. Enfin... La croissance actuellement, on va vous dire que non, elle va s'arrêter, etc. Mais l'entreprise a encore un pricing power peut-être inutilisé. Elle peut encore faire des acquisitions. Donc là, on va regarder la taille du marché de manière globale. Et le marché du luxe ici, faites attention, c'est un marché vaste. Il y a du luxe dans tout. Vêtements, chaussures, joaillerie, horlogerie,
habitation, les hôtels, il y en a, voitures, pour tous les goûts. D'accord? Donc, est-ce que je vais traiter quelqu'un de fou aujourd'hui, quelqu'un qui rachète du LVMH? Non, pas du tout. C'est un très beau business. Il y a de grandes chances que tu récupères ta somme de départ, même si LVMH arrête de croître du jour au lendemain ici. Il y a de grandes chances que tu récupères ton 650 euros. Ok, les amis, concentrez-vous sur l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle a eu de bons résultats? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que les résultats s'améliorent de plus en plus par rapport aux marges dans différents segments? Est-ce que je comprends ce que l'entreprise fait, qui est la première question qu'on va poser généralement. Ok? Donc, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Donc, sur le service Top Premium ici, vous avez Top Premium Plus, vous avez tous les services ici de Top Invest, analyse sectorielle, notes d'analyse, accès à la watchlist, demande d'analyse quantitative, l'accès à la communauté privée, ainsi que le programme d'accompagnement ici, l'accélérateur. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez réserver également un appel. Vous avez également accès à la watchlist avec objectif de prix, mise à jour. Je pense que vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, regardez une analyse quantitative individuelle ici. Si une entreprise nous intéresse, on la met dans la watchlist. On ajoute ici un price target, ce qui veut dire qu'en période difficile, si on cherche une opportunité d'investissement, je viens, je clique là, je regarde, je me demande, OK, Thierry, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur les marchés? Quelle entreprise pourrait être intéressante au prix actuel? Je dis bien intéressante. Quantitativement, je regarde Nice, Ring, Dell, STM, mais c'est quantitatif. Maintenant, je vais voir quels sont les drivers ici de la croissance de ces business-là. D'où est-ce qu'elles viennent? Où est-ce qu'elles s'en vont? Est-ce qu'il y a des catalyseurs à court terme? D'accord? Donc, vous les avez ici, vous l'avez dans la watchlist et ça vient également ici avec la formation sur comment lire les rapports financiers. Je dis bien les rapports financiers, pas les états financiers, rapports financiers. Donc, quelles sont les questions à poser? D'accord? Donc, vous avez également le pack du débutant. Comment lire les rapports financiers, les états financiers, ainsi qu'une formation sur les rates. Vous avez également une rencontre ici par mois pour à peu près poser en visio, pour à peu près poser toutes vos questions ici. OK? Donc, si vous avez des questions, c'est ici. Vous réservez un appel et on en parle. Donc, de manière globale, dites-moi, êtes-vous d'accord avec ce que j'ai mentionné précédemment par rapport à la difficulté ici de faire des prévisions, des prévisions sur les marchés financiers avec certitude? En tout cas, moi, je suis en accord à 100% avec ça et je sais pertinemment ici que je n'aurai jamais parfaitement raison sur une entreprise. Et puis d'ailleurs, je ne cherche pas à avoir parfaitement raison, rappelez-vous. Je cherche à avoir le moins de tort possible. Donc, si j'estime une entreprise à 100 $ et que je l'achète à 50 $ et que je me rends compte plus tard que c'est 80 $, j'ai toujours eu ma marge de sécurité. Je l'achète à 100 $, 6 mois plus tard, elle se retrouve à 150. C'est un coup de chance. OK? Parce que quand je l'achète ici aujourd'hui, c'est au moins pour 3 à 5 ans. Et si on me permet ici d'atteindre le price target dans 6 mois, je ne vais pas bazarder les actions directement, je vais aller regarder en profondeur. C'est un peu comme avec Intel. Intel, j'ai eu un coup de chance en revendant mes Intel à un prix intéressant parce que je reconnaissais pertinemment que la période actuelle, Intel ne mérite pas avoir cette performance-là parce que en réalité, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, elle est un tout petit peu en arrière présentement. Les produits qu'elle propose, voilà, ne sont pas les plus demandés en date d'aujourd'hui. OK? Et donc, la hype ici vient du fait qu'on parle d'intelligence artificielle, de semi-conducteurs de manière générale. Donc, elle est poussée par l'ensemble du marché. C'est un peu comme avec ARM. Tout le monde l'achète, c'est un beau business, mais on ne l'achète pas à n'importe quel prix. 140 fois les bénéfices, il faut être malade. Maintenant, ces bénéfices-là peuvent avoir tendance à augmenter dans le temps. Et donc, quand on regarde ici le forecast et les attentes, vous remarquez ici qu'ils ont légèrement augmenté. Légèrement, mais pas grand-chose. Et je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Rappelez-vous, 4% de rendement, c'est 25 fois les bénéfices. Donc, il ne s'agit pas de poser un multiple de valorisation sur une entreprise. Oh, elle a l'habitude de se négocier à 40 fois les bénéfices. Aujourd'hui, elle se négocie à 30 fois, donc elle est sous-évaluée. Non. Non, non. Son secteur d'activité spécifique, son industrie se négocie à combien de fois les bénéfices? Quand bien même tu ajoutes la croissance, ça serait difficile de maintenir un rythme à plus de 25 fois les bénéfices pendant très longtemps. Après, vous avez des exceptions un peu comme la compagnie, là, Lotus Bakery. OK? J'ai fait une analyse sur Lotus Bakery il y a très longtemps. Et je peux vous dire ici que le prix que j'ai fixé, l'entreprise, littéralement, on n'a pas encore atteint ce prix-là. Dans le sens où, pour moi, je considère que c'est exagéré.
Ce qu'on paie en date d'aujourd'hui, c'est exagéré. Oh, Snoop Dogg a mangé un biscuit. Oh, les biscuits, la demande est élevée, on n'arrive pas à satisfaire la demande, etc. Blablabla. Et je dois payer 61 fois les bénéfices pour justifier ce prix. Si vous savez quel niveau de croissance on doit générer en maintenant les marges actuelles, c'est un bon business, c'est un beau business. Je n'en disconviens pas, mais je ne paierai pas plus de 5 000 euros pour cette entreprise, pour une action. Soyons même gentil, 5 600 par là. Et cet avis-là pourrait changer. Et si j'extrapole un tout petit peu, ça va dépendre ici de la taille du marché, etc. Admettons même qu'on exagère. Voilà. Soyons fous. Pas plus que 8 347 euros. Et encore, le futur étant incertain, il ne faut pas jouer avec ce type d'extrapolation-là. Oh, on aura 10% de croissance jusqu'en 2026. Après ça, c'est 14% de croissance. Non, non. Déjà, si elle est sous-évaluée par rapport à ce qu'elle rapporte aujourd'hui, admettons qu'il y a 0 croissance, combien de fois les bénéfices tu payes? Aux alentours que 15 et 20 fois les bénéfices. Donc, c'est important de comprendre, de connaître à peu près les entreprises dans lesquelles vous investissez. Et soyez certain d'une chose, hein, aucune prédiction ici ne va être vérifiée. Aucune prédiction ne va être vérifiée dans le temps, avec certitude. Et donc, il faut toujours s'attendre ici à une remise en question. C'est important. Il faut se remettre en question de manière... Enfin, il faut constamment se remettre en question. C'est important. Bref, je sais que tout est important ici, etc. Mais voilà. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes plutôt en désaccord ou en accord avec ce que j'ai mentionné ici aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et on se dit à bientôt. Merci.